Parlons Mental, le podcast. Bonjour et bienvenue dans le 5e épisode de Parlons Mental, le podcast. Donc on explore les coulisses de la performance mentale. Et aujourd'hui, épisode un peu spécial, on va recevoir pour la première fois un invité avec Jean-Baptiste. On reçoit Clément Leduc, un athlète que j'ai la chance d'accompagner depuis quasiment 5 ans. Donc Clément pratique l'athlétisme depuis plusieurs années, avec un profil plutôt demi-fond et fond. Il a déjà brillé sur plusieurs distances, et particulièrement sur marathon, avec un chrono de 2h12-17 à Valence en décembre dernier. Donc il est licencié à La Haut-Charenton et nantais d'origine. Clément va nous parler de son expérience avec la préparation mentale et pourquoi il s'y est intéressé, ce que ça lui a apporté et comment il intègre dans sa pratique de l'athlétisme, mais pas que d'ailleurs, pas que dans le sport. Bonjour Clément. Bonjour Jean-Baptiste, bonsoir à tous. Bonjour et bonsoir à tous. Bonsoir Régis et Jean-Baptiste. Enchanté d'être avec vous aujourd'hui pour ce podcast. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Régis, bonjour Clément. Je suis ravi de te recevoir dans cet épisode du podcast Parlons Mental. Tu es notre premier invité, ça fait très très plaisir de te recevoir. Tu vas un petit peu essuyer des plâtres. Régis t'a présenté, surtout ton côté athlète. Moi, ce qui m'intéresserait, ça serait que tu te présentes à nous et à nos auditeurs à la façon de ton meilleur ami. Par exemple, comment ton meilleur ami te présenterait? Qu'est-ce qu'il nous dirait de toi? Alors, mon meilleur ami dirait que je suis un athlète de longue distance qui essaye d'optimiser à fond son quotidien pour être le plus performant possible dans le sport, mais également dans le travail. Je travaille en finance, je suis consultant à mon compte et donc j'ai des journées chargées et j'essaye d'être le plus productif possible et l'aspect mental a une place très importante dans le quotidien, aussi bien pour la gestion du stress, de la pression, que la remise en question quand il y a des moments difficiles et la capacité à répondre présent dans les événements comme les compétitions importantes, les grosses séances et les moments décisifs au travail. Alors on va parler un petit peu de ton parcours Clément aussi dans cette première partie. Mais j'aimerais rappeler quand même tes records sur les différentes distances en athlétisme. Enfin celles sur lesquelles tu cours le plus. Tu as fait 29-12-32 aux 10 000 mètres. Donc c'est ton record sur 10 000 mètres. Tu as fait 29-27 sur 10 km, c'était à Valenciennes en 2023. Tu as fait 1h04-35 au semi-marathon, c'était à Lille, c'est tout récent, c'était le 16 mars. Tu as aussi un joli record sur 20 km, c'était à Paris, 1h0019. Et sur marathon, donc 2h12-17. Donc déjà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes ambitions déjà dans ta carrière d'athlète? Des chronos que tu aimerais réaliser prochainement, notamment. Alors déjà, on va commencer du plus court au plus long. Sur 5000 mètres, j'aimerais bien faire moins de 14 très prochainement. Et je pense que je les vaux largement pour le coup. Sur 10 000 mètres, j'aimerais bien faire proche de 28-20. Je sais pas si je les vaux, mais j'aimerais bien le faire. Et sur semi-marathon, aux alentours de 1h01, 1h02. Et marathon, moins de 2h10 cette année à Valence. Et après, plus vite si possible les années suivantes. Mais déjà commencer par moins de 2h10, ce serait vraiment bien optimisé et ce serait cool pour cette année 2025. Moi, j'aimerais savoir, donc tu t'es mis à la course à pied, tu cours depuis quel âge tu cours? Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé à 16 ans. Donc ça fait 12 ans que je cours maintenant. Ça fait 12 ans que tu cours. Moi, j'aime bien essayer de tisser les liens qu'ont les gens euh,
à travers leur pratique sportive, je pense qu'on a toujours un lien avec certaines personnes à travers notre activité qui nous pousse à faire cette activité. Est-ce que toi, tu as des personnes comme ça qu'on pourrait aller dire des mentors ou des références ou des personnes à qui la course à pied te rattache? Alors bah, directement lié à la course à pied, j'ai deux personnes, c'est Kenenisa Bekele et Haile Gebrselassie, deux athlètes éthiopiens et j'ai commencé par regarder leurs vidéos, les vidéos de leurs courses et leurs performances dans les grands championnats et ça m'a donné envie de faire ce sport et vu que je suis d'origine éthiopienne, ça me rapproche un peu de mes origines de faire de la course à pied. Donc c'est vraiment ces deux personnes pour la course à pied. Et en dehors de la course à pied, toujours lié au sport, c'est Mohamed Ali. Très jeune, j'ai vu le film de Mohamed Ali et ça m'a vraiment inspiré sa personnalité, son histoire et sa capacité sa force mentale en fait. Et donc quand j'ai commencé la course à pied, je regardais pas mal de citations, je regardais plusieurs fois son film et des vidéos de Mohamed Ali pour me motiver et il m'a beaucoup motivé. Donc, je dirais ces Alors trois Clément, personnes dans le sport. ouais. Et d'ailleurs, parmi ces trois personnes, il y a Haile Gebrselassie, hein, donc c'est, on va dire, le père spirituel de Kenenisa Bekele. On les a vus briller, notamment dans les années 2000, hein, sur les différents championnats du monde et Jeux Olympiques, et même après, hein, finalement, pour Kenenisa. Je crois que tu as déjà rencontré Haile en Éthiopie. J'ai rencontré Haile en 2016, la première fois que je suis allé en Éthiopie. On a fait un court-métrage sur la course à pied et vraiment par hasard, on est tombé sur lui. On faisait un footing proche de sa maison et il est sorti et il nous a parlé. On a fait une petite interview de lui et c'était vraiment un grand moment. Et j'espère rencontrer Bekele très bientôt aussi en allant en Éthiopie. Tu dis que tu as rencontré Haile Gebrselassie et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là en fait? Bah, je sais pas, comme un rêve d'enfant qui se réalisait, un peu beaucoup d'admiration et à l'écouter, enfin ouais, c'était comme un rêve qui se réalisait et avec des étoiles dans les yeux, je l'écoutais et je me disais, oh, j'aimerais bien être aussi fort et aussi inspirant que lui. Ouais, c'est génial. Et d'ailleurs, Clément, tu as un lien fort avec l'Éthiopie. Tu y reviens régulièrement. Et je sais que tu es attaché à revenir en Éthiopie, mais aussi pas que, parce que pas que pour faire du tourisme, comme on dit, hein, tu ramènes aussi des chaussures pour les athlètes éthiopiens, parfois. Des chaussures qui ont déjà servi, mais qui peuvent être utilisées par des athlètes encore, hein, qui ont encore quelques kilomètres à faire. Est-ce que tu peux nous en dire plus, finalement? Les athlètes éthiopiens, ils utilisent des chaussures jusqu'à peut-être 3 4 000 kilomètres, alors que nous, on les utilise pour 600 800 kilomètres. Donc, Mm. quand eux, on leur donne des chaussures qui ont 600 kilomètres, elles sont comme neuves pour eux. Les chaussures là-bas, ça coûte extrêmement cher, plus cher que chez nous, alors que les conditions, le niveau de vie est beaucoup moins élevé. Donc, ils peuvent pas s'acheter des chaussures et quand on leur donne des chaussures qui ont 600 bornes, franchement, c'est comme si c'était neuf pour eux. Et la première fois qu'on y allait, en fait, on était trois à être partis et on avait deux valises chacun. Du coup, on s'est dit, bah, on va avoir une valise pour nous et une valise de chaussures et de vêtements pour les athlètes éthiopiens. Et donc, on a ramené au total trois valises à trois de chaussures. Et en fait, on s'est rendu compte que ça leur servait énormément. Ils étaient très contents. Donc, à chaque fois que j'y vais ou que j'ai un ami qui y va, on récolte des chaussures et on les envoie en Éthiopie. Donc pour nous ça coûte rien et pour eux ça vraiment ça change la vie et ils peuvent beaucoup mieux s'entraîner. Les chaussures qu'ils ont en général sont très usées et trouées et donc pour nous c'est un petit effort mais pour eux ça c'est très utile. Dans ton parcours, je sais pas, Régis, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur, euh, sur ce thème-là? Après, je te laisse prendre la parole. On reviendra peut-être si Clément Ok. a envie d'y revenir, peut-être sur son histoire par rapport à son lien avec l'Éthiopie, hein, et puis aussi, voilà, qu'est-ce qui l'a amené vraiment à courir, qu'est-ce qui a fait que l'athlétisme a pris de la place, parce que il était dans le foot à la base, hein, Clément. D'accord. Et peut-être aussi que la course à pied te rapproche aussi de ton pays, de tes origines. À travers la course à pied, peut-être que tu retrouves un petit peu ses racines, ou je me trompe? Ouais,
Ouais, exactement, c'est pour ça que j'y suis allé la première fois, c'était vraiment pour la course à pied, pour faire un court-métrage sur les athlètes éthiopiens. Et oui, ça me rapproche de mes origines. J'ai rencontré beaucoup d'athlètes là-bas qui sont devenus des amis et quand j'y vais pour visiter, mais aussi pour courir. Et c'est aussi, à la base, je suis un grand fan de foot et j'ai fait du foot pendant 10 ans, mais vraiment pour l'amour du foot, mais j'étais pas à haut niveau. Et quand j'ai commencé en course à pied, j'ai gagné des crosses assez tôt et donc j'ai basculé sur l'athlétisme pour l'envie de performance avant tout. Plus que pour l'amour de l'athlétisme. Et après, l'amour de l'athlétisme s'est développé et je suis très content de le faire. Mais c'était plus pour Ouais, à la base la recherche de performance et le lien avec l'Éthiopie. c'est un petit peu ce qu'on disait dans un podcast précédent sur la récompense et la motivation. En fait, c'est cette recherche de la performance qui va te donner c'est une motivation supplémentaire, une motivation plutôt extérieure, ou extrinsèque, comme on appelle ça. C'est tout à fait ce que tu dis là, en fait, Clément. C'est cette performance qui t'a motivé à recommencer et à continuer la course à pied et puis à persévérer dans ce milieu, dans cette activité. Exactement, c'est vraiment la recherche de performance. Et après, un peu dans tout ce que je fais, je le fais pour le résultat, pour la performance. Et même dans le travail, je suis super satisfait quand je suis performant, ça se passe bien. Dans ma vie au quotidien, j'essaie d'être très rigoureux, strict dans l'alimentation et le sommeil. Et ça me pose pas de problème du moment où il y a une performance à aller chercher. Donc vraiment la recherche de performance dans toutes les activités que je fais, c'est un peu un moteur. Aussi, même pour les jeux assez simples, si on joue au baby-foot, au tennis de table, à la play, je vais être à fond parce que j'ai envie de gagner. Et c'est ça qui me drive pas mal. Et le plaisir dans tout ça. Bah, le plaisir, il vient avec aussi. Genre, je fais pas. Ouais, en fait, euh, je le fais pour la recherche de performance et en le faisant, je prends du plaisir à le faire. Mais euh, ouais, en fait, le but c'est la performance. Du coup, je suis sérieux pour bien le faire et quand je vois que ça se passe bien, je prends du plaisir à le faire. Mais quand ça se passe mal, le plaisir disparaît. Et d'ailleurs, Clément, on parlait tout à l'heure avec Jean-Baptiste de la motivation extrinsèque, hein. Donc le résultat, c'est une motivation à faire une perf. Et on parle aussi de motivation intrinsèque. C'est vraiment, en gros, le sens fondamental, en fait, le pourquoi tu fais ce sport. Et toi, est-ce que tu es capable de dire aujourd'hui pourquoi tu fais ce sport, en fait, en résumé? Ouais. Alors pour mille et une raisons, je fais ce sport bah, déjà pour la recherche de performance, pour le plaisir. Vraiment, je prends énormément de plaisir à courir. Je le fais, comme on a dit, bah, ça me rapproche un peu de mes origines aussi. Je le fais pour être en bonne santé. Je me rends compte que en fait, la course à pied permet d'être en bonne santé. Je le fais aussi pour bien gérer mon poids. En fait, quand je cours, j'ai un poids plus stable et donc je me sens mieux. Je le fais pour le côté social aussi. On s'entraîne en groupe et on a des moments de partage qui sont top. Donc l'effet de groupe me donne aussi envie d'aller à l'entraînement. Et voilà, pour toutes ces raisons, franchement. Et donc, j'ai pas de raison qui me ferait ne... En fait, j'ai pas de raison inverse de balance qui me dirait ah, ça vaut pas le coup de faire de la course à pied. Tout penche pour le positif. Et pour rebondir sur ce que tu dis, hein, tu parlais de ton groupe d'entraînement, donc à La Haut-Charenton, hein. Donc ça fait, je crois, 2-3 ans que tu es à Charenton maintenant, c'est ça, hein? C'est ça, depuis 3 ans pile, ouais, depuis janvier 2022. Enfin, j'ai Donc signé tu, en ouais. septembre, mais je m'entraîne avec le groupe depuis janvier. Donc tu étais au Stade Nantais Athlétisme, hein. Tu as commencé à Carquefou, je crois, au club de Carquefou. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à changer finalement de lieu de vie, changer de club et changer d'entraîneur aussi, parce que tu t'entraînes maintenant avec Jean-Jacques Mine, un entraîneur très connu sur Paris, et avec ta compagne Salomé aussi, on pourra peut-être en parler, qui a des sacrés chronos aussi en athlétisme. Bah alors ça s'est fait naturellement. J'ai fait ma licence à Nantes et le club c'était Nantes Métropole Athlétisme. Donc j'ai fait mes années jeunes là-bas et ensuite je suis parti étudier aux États-Unis pendant 3 ans. Et quand je suis revenu, je me suis installé sur Paris
pour des raisons professionnelles et aussi pour être avec Salomé. J'ai signé au club de Charenton. J'ai fait quelques entraînements là-bas et j'ai vu que l'ambiance était top et je suis signé pour le groupe et l'entraîneur. Et donc, naturellement, je me suis entraîné avec le coach de Charenton, Jean-Jacques Mine. Et qu'est-ce qui t'a poussé qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers la préparation mentale? Comment tu es Euh, rentré en contact avec Régis et qu'est-ce qui t'a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à aller, ouais, à aller vers la prépa mentale? Alors déjà moi j'ai raté pas mal de compétitions importantes à cause de l'aspect mental. Soit je stressais un peu trop avant les courses, ou soit quand ça devenait difficile en compétition et je décrochais du groupe, j'arrivais pas à me battre pour faire l'effort de raccrocher. Et donc je savais que j'avais des lacunes sur l'aspect mental quand j'étais en position de faiblesse, alors que que j'étais en position j'avais l'ascendant sur mes adversaires, j'étais très fort mentalement, mais quand j'étais en position de faiblesse, je doutais et je pouvais décrocher le groupe. Et je stressais pas mal avant les grosses compétitions. Et ça m'arrivait de pas dormir avant les courses parce que je me faisais la course 1000 fois dans ma tête. Et donc Régis, qui était dans mon club à Nantes Métropole, m'a proposé de travailler ensemble. Et je me suis dit, ah, pourquoi pas tester? Et on a tout de suite accroché. Ça s'est très bien passé. On a travaillé sur mes faiblesses ensemble. Et vu que ça se passe bien, on continue à travailler ensemble depuis toutes ces années. Donc ça fait Et- depuis, je crois, octobre 2020, si mes souvenirs sont bons. Donc, ça va faire 5 ans déjà qu'on collabore ensemble et c'est un vrai plaisir en tout cas. Et on a vraiment créé un lien entre nous. Donc c'est ça aussi, je pense, en tant que préparateur mental et en tant qu'athlète, il y a un lien qui se crée souvent, un lien de confiance. Et il est primordial dans l'accompagnement en fait, hein. Ouais, tout à fait. Le, Ouais, un lien de confiance et un lien amical Aussi, ouais, bien qui s'est sûr. créé. ouais, c'est super, c'est génial. Et est-ce que là, vous avez des axes d'amélioration encore? Est-ce que vous avez des projets, des objectifs d'amélioration que vous avez pointés? Tu veux répondre, Clément, ou je te laisse répondre si tu veux. Ouais, ouais, je peux répondre. Ouais, il y a certains. On a travaillé sur tout ce qu'on pouvait travailler et on fait pas mal de suivi pour continuer à ancrer les points qu'on a vus ensemble. Mais on peut encore travailler sur la capacité quand l'objectif n'est pas atteint dans une course, quand je commence à décrocher, par exemple, imaginons que je parte sur 2h10 au marathon et je commence à décrocher, pour rester mobilisé et à se battre quand même pour être le plus proche possible de l'objectif. Parce que j'avais tendance, et là de moins en moins, à me dire ah bah j'y arriverai pas, donc j'arrive pas à mettre les ressources à disposition pour faire le mieux possible malgré tout et finir en 2h12. J'avais tendance plutôt inconsciemment à lâcher et terminer très loin. Et donc on a travaillé sur entre guillemets avoir un plan B quand on décroche pour quand même se battre pour atteindre ce plan B. Et on a bien travaillé dessus parce que j'ai réussi à m'accrocher malgré j'ai explosé à mi-course à Valence. J'ai quand même tenu et fait 2h12. J'ai perdu que 3 minutes sur mon deuxième semi. Malgré tout, c'est pas mal, mais ça aurait pu être bien pire. Et là, on continue à travailler principalement sur cet aspect-là, à continuer à s'accrocher. Il y a des athlètes qui ont vraiment la capacité à le faire et à se surpasser même quand l'objectif principal ne va pas être atteint. Et moi, il y a du mieux, mais on peut encore travailler dessus. Et juste pour compléter, hein, par rapport à ça, donc on a travaillé sur ça à travers des routines, hein, pour rester concentré sur l'instant présent pendant l'effort et surtout un petit peu être hermétique au discours interne négatif et le transformer en discours interne positif pour pas se focaliser sur ce qu'il y a de négatif, sur les mauvaises sensations, etc. Et plus sur le plaisir en fait pendant l'effort. On en a parlé, Jean-Baptiste, longuement dans un épisode, hein, déjà, que je vous invite à aller écouter, hein, le deuxième épisode de notre podcast. Donc voilà, c'est principalement comme ça qu'on a, je pense, réussi à améliorer certains aspects pour Clément. Et aussi, tu parlais, Clément, c'est intéressant. À un moment donné, c'est aussi un travail d'équipe, hein. On s'est posé des questions. À un moment donné, tous les deux, on a cherché comment on pouvait faire pour te permettre d'aller plus loin dans l'effort. Et c'est là qu'on a défini ensemble le fait d'avoir un plan A et un plan B.
Voilà, pour se raccrocher sur le plan B quand le plan A n'est plus atteignable, on va dire, pendant la course. Je sais pas si Jean-Baptiste, tu veux rebondir, peut-être nous poser des questions par rapport à ça. Non, on peut rebondir sur ce qu'est une routine. Une routine de performance, c'est quelque chose qu'on met en place. Parce que quand on a un match, avant une course, quelque chose, voilà, avant un événement sportif, il y a quand même la part du doute, la part de l'inconnu qui peut augmenter ou engendrer un certain stress. Et finalement, se raccrocher à une routine, c'est se concentrer sur les choses qui dépendent de nous, sur lesquelles on peut avoir une emprise, et ça peut amener un côté assez rassurant. Je sais pas toi Clément, et je sais pas si vous pouvez le dire, mais avec Régis, quelles sont tes petites routines que tu as mis en place justement? On a mis en place une routine déjà pour s'endormir la veille de la course et éviter de faire la course 1000 fois dans ma tête avant de dormir, ce qui m'empêchait de dormir. Donc globalement, c'est de faire de la cohérence cardiaque pendant 5 minutes, faire de la respiration et y penser à autre chose, quelque chose de totalement différent que la course, à un endroit où je me sens bien et pour laisser mon esprit vagabonder et ne pas penser à la course. Et ça m'aide à m'endormir. Globalement, je le fais 5 minutes et je m'endors assez vite. Et voilà, ça c'est pour avant la course. Enfin, c'est pour le soir avant la course. Et avant la course, c'est bon, globalement, on a mis une routine en place que je m'échauffe, je prépare mes affaires et avant de partir sur la ligne de départ, je fais la même chose, mais là j'imagine ma course réussie. Donc je respire et j'imagine moi réussir ma course et franchir la ligne d'arrivée avec un résultat positif. Et ça me permet de démarrer la course en ayant plus de confiance. Donc voilà, c'est les deux routines principales qu'on a mis en place. Et après, la troisième, c'est pendant l'effort. Quand ça commence à être dur, je serre le poing, je regarde loin devant et je me répète une phrase dans ma tête qui, moi, me motive vraiment et ça m'aide à rester concentré. Voilà. Est-ce que tu peux nous partager cette phrase-là? Bah, Je crois la ouais, je connaître. peux C'est quoi? Si c'est de Régis, je crois que c'est quelque chose du style la souffrance est éphémère, l'abandon est définitif, non? Quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et après, je me dis, il y a un autre truc en amharique aussi, en langue éthiopienne, pour motiver. Ok. Tu Ah, sais qu'il y a Kipchoge qui a dit que la douleur fait partie du succès, ok, je savais pas. qui, qui est un peu dans cet ordre-là. Ah, ok. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais, Clément, par rapport aux routines, pour expliquer un peu aux auditeurs qu'est-ce que la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, en fait, c'est un outil de respiration qui s'appelle cohérence cardiaque parce qu'en réalité, la cohérence cardiaque, c'est l'état qu'on va atteindre en faisant ces 5 minutes de respiration, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes. Donc ça fait 6 respirations par minute. Et ça permet d'atteindre un état d'apaisement au niveau du système nerveux autonome, en fait, de créer un équilibre entre système nerveux orthosympathique, qui crée de l'énergie en inspirant, et le parasympathique, qui représente un peu l'apaisement en expirant. Donc c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si toi, Clément, tu l'as ressenti, mais quand on le fait, cet exercice, on se sent vraiment plus détendu, et ça favorise l'endormissement. Ouais, ouais, carrément. Moi, il y a deux choses que je fais qui m'aident à m'endormir. C'est ça, cet exercice-là de cohérence cardiaque et de penser à quelque chose un endroit où je me sens bien et entre guillemets, enfin, ne pas penser à la course ou quelque chose de stressant. Et ça m'aide vraiment, ça me détend et ça m'aide à m'endormir. Et la deuxième chose, c'est quand j'ai trop d'idées dans la tête, je note aussi sur un carnet mes idées pour pouvoir me décharger mentalement et de savoir que le lendemain, je pourrais consulter ces idées et ça m'aide. Ces deux choses-là m'aident à m'endormir, mais j'étais content de découvrir justement la cohérence cardiaque parce que enfin, c'est des effets immédiats et tous ceux avec qui j'en ai parlé m'ont dit que sur eux aussi ça marchait. Et pour Super. compléter, hein, c'est pas forcément que dans le cadre d'une routine. La méthode de cohérence cardiaque, en principe, c'est matin, midi et soir. Donc ça, c'est la méthode globale, hein, si on veut vraiment le faire à 100%. Et c'est un peu de la prévention, parce qu'on va le faire avant d'avoir besoin, finalement. Donc c'est un peu une routine quotidienne, en fait, qu'on peut faire. Mais ça fonctionne très bien aussi ponctuellement la veille d'une course, effectivement. C'est ça, ouais, on peut le faire. En général, ceux qui ont un,
euh, un stress constant, un stress chronique, peuvent faire ça régulièrement et ça les aide à apaiser ce stress. Mm. Moi, je vais rebondir sur quelque chose que tu nous as dit tout à l'heure. Tu nous as dit que tu étais parti aux États-Unis pour tes études, c'est ça, pour faire un master, je crois. Oui, c'est ça. Euh, on parle souvent de la différence de mentalité qu'on peut avoir, nous, on va dire Européens, avec les Américains. Est-ce que toi, tu as observé cette différence-là? Et qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Et qu'est-ce que cela t'a apporté, la mentalité, on va dire, américaine plutôt? Alors eux, ils sont vraiment axés sur mental, enfin, préparation mentale. Ils regardent beaucoup de citations et s'inspirent beaucoup de champions pour être eux-mêmes inspirés. Et ils ont une phrase qui est, par exemple, enfin, j'ai un exemple de phrase où ils disent si t'es 1% meilleur chaque jour, tu seras 300% meilleur à la fin de l'année. Je sais plus c'est quoi la phrase exacte, mais ils se répètent ça. Ils se motivent mutuellement. En équipe, en France, on a moins tendance à se motiver mentalement. Et eux, au sein d'une équipe, tous les jours, ils se motivent. Par exemple, ils ont un objectif, ils vont noter sur le tableau dans notre vestiaire, ils vont marquer chaque jour qui reste avant l'objectif. 300 jours, 299, 298. Ils vont le regarder tous les jours, ils vont se motiver. Et du coup, moi, j'étais quand même pas mal comme ça, donc ça m'a pas changé quand je lisais les phrases de Mohamed Ali, ces citations, c'était la même chose en fait pour me motiver. Et eux, ils sont très comme ça, beaucoup plus qu'en France. Donc ouais, j'ai continué à m'inspirer d'eux, mais je le faisais déjà pas mal. Et c'est vraiment culturel. Tout le monde est comme ça, aussi bien au niveau académique que sportif. Ils sont très centrés sur phrases motivantes et inspiration des champions. Et d'ailleurs, on parle de mental aux États-Unis, de ce que tu as vécu aux États-Unis du côté mental. Au niveau physique, les entraînements sont un peu différents aussi. J'ai l'impression, c'est pas du tout les mêmes méthodes souvent. Et surtout à Portland, tu me disais, je me rappelle à l'époque que le niveau était incroyable. Dans ta classe, déjà, il y avait des mecs, énormément d'athlètes en moins de 30 minutes, en fait, finalement, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. En fait, aux États-Unis, il y a plusieurs divisions, D1, D2, D3, D4, et la principale, c'est la D1. Et les meilleures universités de D1 ils ont plus de budget, donc ils peuvent faire venir offrir des bourses à des athlètes internationaux et américains. Donc ils prennent les meilleurs, et dans les meilleurs D1, t'as beaucoup de bons athlètes. Et moi, je suis allé dans une université qui était bon au niveau académique. Pour moi, c'était important, mais également au niveau en demi-fond. Et quand je suis allé à Portland en 2019, ils étaient troisième au niveau national. Donc dans l'équipe de cross était très très relevée. Et je pense il y avait ouais, une quinzaine d'athlètes qui pouvaient faire moins de 29-30 et une dizaine autour de 29-0 ou moins. Donc quand je suis arrivé, j'étais assez loin derrière sur les séances. Mais c'était positif, ça tirait vers le haut. Et le piège quand on a un groupe si relevé, c'est d'accepter d'être derrière des fois en séance et ne pas toujours jouer devant. Et là, l'aspect mental rentre en compte. Il faut savoir avoir confiance en soi et savoir qu'il faut pas forcément prouver à l'entraînement et il faut juste faire la séance idéale pour progresser. Et quand on compète, là, il faut se dépasser pour être devant. Mais voilà, une université très relevée. Le niveau en général aux États-Unis est très relevé. Et on faisait beaucoup plus de volume, un peu moins de qualité qu'en France, mais beaucoup plus de quantité. Tous les jeunes là-bas, même ceux qui sortent du lycée, ils font facile entre 140 et 160 km par semaine. Donc, fallait aussi savoir gérer et bien récupérer à côté pour pas se blesser. Et d'ailleurs, Clément, tu as réussi à concilier vie professionnelle et vie perso et vie sportive, puisque tu as bien joué le coup, je pense, hein, tu as mis l'accent sur tes études en même temps que ta carrière d'athlète. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment tu concilies aujourd'hui ta vie professionnelle et ta vie de sportif et perso? Alors, bah, mes semaines globalement se ressemblent. En ce moment, je suis consultant
en finance. En fait, j'ai des activités à mon compte. Je suis consultant en finance à 3 jours par semaine et je fais des interventions en entreprise les 2 autres jours. Et c'est toujours pareil, c'est les 3 jours, 3 jours, 2 jours structurés de la même manière. J'essaye d'être le plus performant possible dans les deux. Et pour ça, je mets vraiment l'accent sur le sommeil et l'alimentation. Je suis vraiment strict là-dessus tous les jours parce que sinon, j'ai pas assez d'énergie pour bien faire les deux. Ouais, c'est un quotidien assez dur, mais il y a beaucoup de challenges. Je prends beaucoup de plaisir parce que soit j'ai une journée de travail avec beaucoup de challenges et ça se passe bien, j'aime bien, ou soit j'ai une journée avec une grosse séance et faut être performant et ça me donne du challenge, donc j'aime bien aussi. Mais il faut vraiment bien dormir, bien manger et l'aspect mental rentre en jeu parce que c'est pas mal de pression. Il faut être bon dans les deux domaines et c'est pas mal de pression. Donc j'utilise les outils de prépa mentale pour bien gérer mon stress, pas mettre trop de pression. Globalement, j'arrive à bien faire les deux. Voilà, pendant toutes mes études, j'ai essayé d'optimiser mon temps ma productivité, on va dire, dans mes études puis au travail. Donc là, ça se passe bien, j'arrive à bien faire les deux. Mais c'est beaucoup de challenge. Tu m'as tendu une perche en me disant que tu utilises les moyens de préparation mentale dans ton quotidien aussi. Et j'ai juste envie de te demander comment tu les utilises, à quel moment. Quand j'ai un truc à rendre et où j'ai pas beaucoup de temps et il faut que je sois performant, je me pose 5, 10, 15 secondes et je respire un peu et je me dis, OK, qu'est-ce que je dois faire pour bien le faire? Je prends un peu de recul et je fais un plan dans ma tête et je m'y mets. Je fonce pas à tête baissée en me disant, ah, faut que je fasse ça vite. Je me pose un peu. Et ouais, quand je sens que j'ai de la pression, je fais un peu de cohérence cardiaque et je relativise en me disant, bah, de toute façon, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas mort d'homme. Si tu rates, ça, c'est pas grave de toute façon. Donc, pas de problème, fais de ton mieux. Et, euh, C'est clair. et voilà. Tu peux même essayer de trouver des bénéfices si tu rates, en fait. Si je rate, qu'est-ce que je vais en retirer de bénéfique? Et Ok. ça peut t'aider encore plus, Euh, peut-être. Ça, ouais, C'est ouais, c'est- sûrement. c'est Je l'ai assez, pas encore c'est fait, assez, honnêtement, mais sûrement. c'est assez contre-intuitif, mais parfois, voilà, on peut se demander quels sont les bénéfices à tirer, c'est du raté qui peut arriver, quoi. Ok. Et d'ailleurs, Clément, J'essaierai. on, on voit souvent des athlètes, Clément, qui focus vraiment leur activité sur l'athlétisme en tant que tel, hein, qui n'ont pas forcément de métier comme toi à côté. Enfin, prenant, autant aussi prenant de ton niveau. Voilà, il y a des athlètes qui sont presque professionnels, hein, finalement. Toi, est-ce que c'est utile pour toi d'avoir cette activité à côté, d'avoir un métier à côté qui te permet, par exemple, je sais pas, en cas de blessure ou en cas de coup de moins bien, de te raccrocher à quelque chose d'autre aussi à part l'athlétisme? Est-ce que c'est utile pour toi? Oui, c'est très utile. Le bon côté, c'est que en fait, j'ai pas de pression. J'ai beaucoup moins de pression au niveau sportif. Si je rate des compétitions, vu que c'est pas mon métier, j'ai moins de pression. J'ai moins de stress au quotidien parce que enfin, moins de stress entre guillemets lié à la course à pied parce que je suis pas focus sur faut que je réussisse cette séance, faut que tout l'entraînement se passe bien. Moi, je pense au boulot et quand j'ai fini le boulot, je vais courir et j'ai même pas eu le temps de stresser par rapport à ma séance. Donc je fais ça au fil de l'eau et j'ai moins de pression. Euh, et aussi, mes journées sont beaucoup plus enrichissantes en fait. Je vais au bureau, je m'entends bien avec mes collègues, ça se passe bien. On parle des sujets qui ont rien à voir avec la course à pied pendant les pauses. Et donc, je suis dans un monde qui est le monde du travail. Et ensuite, je vais à l'entraînement et je suis dans un autre monde. Donc, ça me permet de voir deux mondes et c'est enrichissant. Alors que si je pars 3 semaines en stage à Font-Romeu, bah, je vais parler que d'athlètes avec les athlètes et du coup le quotidien est beaucoup moins enrichissant. Et après, il y a des contreparties, c'est que j'ai beaucoup plus de stress au quotidien, entre guillemets, même si je le gère bien, qu'un athlète qui est focus sur la course à pied. Donc c'est évident que si j'étais à plein temps course à pied,
ça se passerait mieux, je récupérerais mieux et je serais sûrement plus performant. Pour le moment, Et, l'équilibre se passe bien. et justement, tu as trouvé un équilibre, hein, et tu parlais justement d'arriver à tout concilier. Est-ce que tu pourrais partager à nos auditeurs une technique de gestion du temps pour gérer tes tâches quotidiennes, en fait, finalement? Alors, il y en a pas mal, mais qu'est-ce que je fais? Euh, Quand je finis une réunion ou un appel ou que j'ai une information, je la note, j'ai un outil de prise de notes et ensuite je transforme ces notes en tâches à réaliser. Donc je me dis, ok, qu'est-ce que je dois faire de ça, ça, et je mets dans une liste, dans ma liste de tâches. Et en fonction du temps que j'ai, de l'importance de la tâche et du temps que ça me demande et de l'importance, bah, je organise mon agenda en me disant à ce moment-là, je fais cette tâche, à ce moment-là, je fais cette tâche. Et donc, ça me permet de rien louper et ça me permet de travailler avec moins de stress parce que souvent, les personnes notent pas assez. Ce qu'ils doivent faire et ils se disent ah bah dans un coin de ma tête je le ferai mais constamment on travaille avec une surcharge mentale donc le fait d'avoir un bon système d'organisation où on a nos notes et nos tâches et notre agenda qui est bien structuré, ça permet de faire plus de tâches au quotidien et d'avoir moins de stress. C'est une des méthodes. Ouais, je crois que c'est important de noter, d'écrire ce que l'on a à faire pour faire diminuer le stress. Ça permet de plus ou moins externaliser la pression et c'est un bon petit tips là que tu partages. Je te remercie de ce partage-là. Et si je peux rebondir sur Merci. ça, Clément, aussi, ce que tu as dit, c'est intéressant. Je ne sais pas si tu l'utilises. Il y a ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower, en fait, qui est une matrice où on a en abscisse, on a ce qui est urgent, en ordonnée, ce qui est important. Et il y a 4 cases finalement, hein. Ce qui est ni urgent ni important, c'est en bas à gauche. Ce qui est urgent et important, c'est tout en haut à droite. Ce qui est important et pas urgent, c'est en bas à droite, et en haut à gauche, il y a ce qui est urgent et pas important. Donc il est évident que ce qui est ni urgent ni important, on va le délaisser un petit peu. Ce qui est urgent et important, on va le faire. Ce qui est important et pas urgent, ben en fait, on va le déléguer. Enfin, on va le planifier, pardon. Et ce qui est urgent et pas important, on va le déléguer. Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais et que tu utilises? Oui, c'est quelque chose que je connais, que j'utilise et que je transmets également lors d'interventions en entreprise. Et oui, c'est un très bon outil pour au début bien savoir organiser ses tâches. Donc, comme j'ai dit, on prend en note tout ce qu'on a comme information, on le transforme en tâches. Et les tâches, là, on peut mettre un code couleur ou un mot par rapport à la matrice d'Eisenhower. Et après, quand on maîtrise bien, ça devient un peu intuitif. On arrive à savoir ce qui est important, urgent, on arrive à savoir ce qu'il faut déléguer ou ce qu'il ne faut pas faire. Donc au début, il faut l'utiliser et après, ça devient naturel. Donc oui, c'est un outil que, amis auditeurs, vous pouvez utiliser, voilà, sans limite, hein, c'est vraiment un bel outil qui est peut-être méconnu un petit peu, mais franchement, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à l'utiliser. Je vais pas vous épeler le mot Eisenhower comme ça de but en blanc, mais vous pouvez vous renseigner sur Google en tout cas, et on pourra vous mettre le lien dans le partage qu'on fera sur Instagram et YouTube notamment. Moi, je vais complètement changer de sujet. J'ai une question, Clément, qui me taraude depuis quelque temps. Régis nous a parlé d'un éléphant lors de son marathon de Valence en 2023. Il nous racontait qu'il avait fixé l'œil de cet éléphant quand il avait un moment de moins bien. Est-ce que toi aussi tu l'as vu? Absolument pas. Je Je crois pense que j'ai que je devais être halluciné trop. pendant, j'ai Ah, halluciné pendant le marathon, je pense. ok. Ah ok, Non, bon, en vrai, j'ai été enfin, souvent, je suis trop focus dans ma course et je vois vraiment pas ce qui se passe autour. ok. Ça Bah, arrive ok, des non. fois que je vois, mais souvent, je suis trop C'est focus. pour faire le lien, c'est pour faire le lien avec un épisode. Je crois que c'est le premier épisode où j'avais raconté cette anecdote où au 33e kilomètre, on tourne à gauche et on se retrouve sur un long boulevard. Et au bout de ce boulevard, bah, il y avait enfin, j'ai commencé à faire ma routine d'abord où je fixe un point. Et là, j'ai vu cet éléphant en bois et j'ai fixé son œil. Mais je me dis, personne d'autre que moi n'a vu cet éléphant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on t'a posé la question, pour savoir si tu l'avais vu. T'étais déjà en hypo, c'est pour ça. T'avais plus de Ouais, je pense, glucides ouais, dans le c'est sang. ça. J'ai pris un gel mortel juste après, il a disparu. Bon, voilà, c'était la petite note amusante du moment, du podcast, de l'épisode. Et Je crois d'ailleurs, que oui.
Si, je voulais juste te demander quelque chose à Clément. Donc là, en fait, bon, je t'accompagne régulièrement, hein, une fois par mois, c'est ce qui se fait souvent en prépa mentale avec les sportifs, hein. Ce qui est important aussi pour moi, c'est de rendre autonome l'athlète ou le sportif. En quoi tu es autonome, toi, dans ta pratique de la préparation mentale? Est-ce que tu as des outils que j'ai pu te transmettre, que tu utilises? On a parlé déjà de certains tout à l'heure, mais est-ce que pour toi, c'est important d'être autonome aussi de ton côté? Oui, c'est important d'être autonome. Le but, c'est quand même d'être autonome à terme et de pouvoir utiliser tous les outils que tu transmets. Et bah oui, les outils que j'ai dit déjà, quand j'ai du mal à dormir, la cohérence cardiaque, avant les courses aussi. Et ensuite, c'est dans quand ça commence à être difficile en séance, dans les grosses séances importantes, ma routine pour rester concentré. Et quand ça devient difficile en compète aussi, la même routine. C'est les trois choses que j'utilise. Et après, on a parlé des piliers de la motivation. Je le fais de temps en temps, les sept piliers, de me dire le sens fondamental, le plaisir, la compétence, le progrès. Et je prends ces sept piliers et je me dis, ah, là, je suis pas motivé en ce moment, qu'est-ce qui va pas? Et j'arrive à savoir quel aspect je suis censé améliorer. Donc voilà, l'exercice, bah, vous en avez peut-être déjà parlé, mais c'est les sept piliers à noter entre 1 et 10 et travailler sur les notes les plus basses. On en a parlé dans le troisième épisode sur la motivation et Jean-Baptiste avait aussi une vision aussi un petit peu différente de cet aspect-là, mais c'était intéressant. On a pu combiner un petit peu nos deux techniques, donc c'était pas mal. Donc on vous invite aussi, amis auditeurs, à écouter cet épisode. Et toi aussi, Clément, hein, si c'est pas déjà fait, Je vais écoutez cet l'écouter après. épisode. Ouais. Alors, Mais, moi, j'écoute mais, aucun podcast sur la course à pied, mais je vais écouter, je vais écouter après. mais on n'est pas un podcast sur la course à pied. Mais c'est ça la finalité Ouais, de la ouais, préparation c'est vrai. mentale, c'est rendre l'athlète ou la personne, parce qu'il n'y a pas que des athlètes en fait, hein, autonome et qu'elle se gère elle-même, qu'on lui donne les outils, qu'ensuite qu'elle puisse les utiliser quand elle en a besoin, quand le sent, quand elle en ressent le besoin. C'est ça. Mm. C'est ça. Ouais. Comme j'aime à dire souvent, en fait, vous êtes les acteurs principaux de votre film, du film de votre vie. Et puis nous, on est juste des rôles secondaires. On est là pour vous accompagner, pour aider. Mais tout le mérite vous en revient. Je dirais même qu'on est le metteur en scène peut-être des fois aussi. Oui, Ou celui producteur? qui Non. drive un petit peu, ou le producteur, on est Oui. celui qui va accompagner. Et puis les clés résident dans en le sportif finalement, c'est lui qui détient les clés. Et puis nous, on est juste là pour le guider et puis l'amener sur le chemin. Et puis voilà. Après, c'est un travail d'équipe, comment dire. En tout cas, merci Clément. Merci pour ton retour d'expérience si concret, si inspirant. Merci à toi, Régis, pour ce bel échange. On espère que cet épisode vous aura donné un éclairage utile sur la préparation mentale, sur ce que la préparation mentale peut apporter dans la durée et pour un athlète. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous conseille à le partager, de nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, petite nouveauté, on a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Parlons Mental, le podcast. Donc, vous pouvez nous y retrouver aussi. Et puis, on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Mental. Merci. Bonne soirée à tous et à tous. Bonsoir Clément. Bonsoir Jean-Baptiste. Merci à toutes et à tous. Merci Régis, merci Jean-Baptiste et merci pour le temps que vous m'avez accordé. Merci à toi d'être venu. Avec plaisir Clément. Avec Merci. plaisir. À bientôt. À très À bientôt. bientôt.